Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs souverains, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet sur meropodcast.fr. Ceci est l'épisode bonus 37. Julien, le fonctionnaire de l'année. La vie de l'empereur Julien l'Apostat nous est bien connue dans les différents textes, et notamment celui d'Ammien Marcellin, qui encense ses nombreuses vertus et nous fait la liste des épisodes édifiants du meilleur dirigeant romain du siècle. Et notamment dans le livre 18, on trouve cette histoire, et je cite « La Gaule commençait à respirer, et Julien, libre un moment des soins de la guerre, reportait sa sollicitude sur tout ce qui pouvait contribuer au bien-être des provinces. Veiller à l'égale répartition de l'impôt, prévenir tout abus de pouvoir, écarter des affaires cette classe de gens qui spéculent sur les malheurs publics, ne souffrir chez les magistrats aucune déviation de la stricte équité. Telle était l'occupation de tous ces instants. Un exemple, entre 1000, suffira pour établir son caractère sous ce rapport. Numérius, ancien gouverneur de la Narbonnaise, avait à répondre devant lui à la charge de dilapidation. Et, contre l'usage dans les causes criminelles, les débats étaient publics. Numérius se renferma dans la dénégation, et les preuves manquaient contre lui. Son adversaire, Delphidius, homme passionné, voyant l'accusation désarmée, ne put s'empêcher de s'écrier « Mais illustre César, s'il suffit de nier, où seront désormais les coupables ?» À quoi Julien répliqua sans s'émouvoir « S'il suffit d'accuser, où seront les innocents ?» Se trait le peint comme juge. Ammien Marcellin, livre 18, chapitre 1. C'est une belle histoire que nous raconte là Ammien Marcellin, qui profite de chaque occasion pour glorifier l'action brave et désintéressée de son héros. Julien, le dernier empereur romain païen, champion ultime des vraies valeurs romaines. Car l'épisode illustre parfaitement un principe fondamental des codes législatifs modernes, dont le français, qui sont souvent les héritiers du monde romain. Un système où la charge de la preuve revient forcément à l'accusation dans un procès, son absence profitant toujours à l'accusé. Ce qui peut sembler totalement évident, mais figurez-vous que ça n'a pas toujours été le cas de tous les temps et de partout. Une répartie de Julien donc, ciselée comme il faut, qui souligne la droiture du César, grand défenseur de la tradition romaine et de ses vertus, dont nous sommes aussi en partie les héritiers. Mais l'épisode révèle aussi une autre face de Julien, celle d'un homme qui, officiellement, en tant que César, n'a été nommé que comme gouverneur militaire en Gaule, et qui devrait laisser l'administration civile aux préfets nommés par Constance, ou à minima travailler en bonne intelligence avec eux. Car, depuis Dioclétien, les fonctions civiles et militaires ont été séparées dans les gouvernements provinciaux, histoire d'éviter que quiconque ne commence à rassembler trop de pouvoir et ne devienne une menace politique du fin fond d'une région éloignée. En s'imposant dans les disputes judiciaires, comme dans les problèmes de taxation contre les autorités civiles nommées par Constance II, Julien dépasse donc largement le cadre de ses attributions officielles dès les années 50 et commence à prendre un poids politique imprévu au sein de l'Empire romain. Pour son bien peut-être, mais ça ne peut que créer des problèmes dans l'Empire. Car son mépris des règles établies pour mettre à la fin de la crise du IIIe siècle lui assure peut-être une belle popularité en Gaule. Mais ça ne va sûrement pas arranger la paranoïa grandissante de son cousin l'empereur. C'est aussi le revers de la médaille de l'histoire de Julien, celle de la difficulté pour l'empereur à la tête d'un empire si vaste au IVe siècle d'essayer de tout contrôler sans déléguer l'autorité nécessaire en local à des hommes clés, capables de gérer une région entière. La division des pouvoirs voulue par Dioclétien marchait bien, avec des Césars et des Augustes basés régionalement et à même de faire tourner la fonction publique, mais a fait naître des compétiteurs acharnés finalement pour le pouvoir suprême. La fin de la tétrarchie, imposée par Constantin, a détruit la fabrique automatique de concurrents locaux, d'accord, mais inversement a recréé une instabilité et une inefficacité régionale, recréant inévitablement d'autres formes de troubles civils.
une contradiction sans fin entre une fragmentation trop importante des pouvoirs qui crée du désordre et la nomination d'un homme fort qui, s'il se révèle efficace, devient de facto un concurrent. Un débat qui sera tranché à la fin du IVe siècle, avec la partition définitive, bien que jamais actée officiellement, entre Empire d'Orient et Empire d'Occident, pour éviter que cette spirale infernale entre centralisation et décentralisation n'emporte définitivement l'Empire. L'Orient réussira ainsi à survivre par la richesse de son État et l'excellence de son système fiscal, tandis que l'Ouest, lui, s'enfoncera dans la crise pour ne jamais s'en remettre. Constance n'arrivera jamais à se décider vraiment sur le rôle qu'il veut donner à son cousin. Il s'attend à ce que Julien règle tous les problèmes de la Gaule, mais s'effraie de le voir consolider tous les pouvoirs. Il veut que la région fonctionne à merveille économiquement et militairement en son absence, mais veut à tout moment pouvoir régenter les affaires, même lorsqu'il est à des milliers de kilomètres de là. Il veut que son héritier officiel soit traité comme un César, mais il l'entoure de généraux et de fonctionnaires hostiles pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas trop indépendants. Leurs dernières années seront pourries par le conflit personnel grandissant entre les deux hommes, sans doute bien alimenté par la paranoïa légendaire de Constance II, c'est certain. Mais, si on y regarde de plus près, le problème est bien plus vaste qu'une histoire d'ego entre deux cousins. C'est simplement que la dictature militaire qu'est l'Empire romain coordonne un ensemble trop vaste maintenant pour fonctionner correctement avec un seul dirigeant ou pacifiquement avec plusieurs.